à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui une vidéo matos et je vais tenter de répondre à la question que vous posez peut-être. Est-ce qu'il vous faut le 70-200 JM2F 2.8 ou peut-être le F4? Ça, je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Alors, dans cette vidéo, je vais pas te faire de tests poussés pour savoir ce que vaut réellement cet objectif. Moi, je te fais vraiment un retour d'expérience sur moi. Ça fait 2 ans que je l'ai, cet objectif-là. Et je vais vraiment te faire un retour d'expérience, donc un vécu. Et je vais t'expliquer aussi quelles sont les fonctionnalités de cet objectif-là pour savoir si tu en as besoin ou pas. Et au passage, si jamais tu as envie de t'acheter du matos, que ce soit un téléobjectif, d'autres objectifs, caméra, enfin bref, du matos photo, vidéo, n'hésite pas à aller sur le site IPLN en utilisant mon code créateur Lumétrie. Ça soutiendra tout simplement mon travail, ça remerciera en quelque sorte le travail que je fais gratuitement pour vous, les vidéos que je propose. Voilà, ça soutiendra mon travail et puis je vous en remercie vraiment. Allez, le 70-200. Voilà la bête, c'est un très très bel objectif. Déjà, je commence par la fabrication. On a vraiment des matériaux qui sont très très solides. C'est vraiment un objectif, il n'y a pas de plastique dedans. On sent que c'est un objectif solide. Après, c'est la gamme G de Sony, donc de toute façon, pas de surprise là-dessus. C'est forcément des objectifs de très très bonne qualité. De plus, c'est vraiment un objectif qui a été conçu pour s'adapter à n'importe quelle situation, que ce soit la poussière, l'humidité ou quoi que ce soit. C'est un objectif qui est ultra résistant. Donc clairement, je te le dis tout de suite, d'un point de vue investissement, t'achètes ça, dans plusieurs années, tu pourras toujours l'utiliser, c'est sûr et certain. Ensuite, le poids de cet objectif-là, eh bien, il fait 1045 grammes, donc tu te dis 1 kg, c'est quand même lourd. Pour un téléobjectif, je t'assure que c'est quand même pas lourd. Pour te donner un peu un ordre d'idée, mais ça, c'est mon Sigma 24-70, donc déjà, tu as vu les tailles. On a quand même déjà une différence de taille. Le Sigma 24-70, il fait 830 grammes, si ma mémoire est bonne. De ce que j'ai écrit sur mon script, ça doit être à peu près ça. Corrige-moi si c'est pas ça en commentaire. Et donc celui-ci, je te le disais, 1045 grammes. Donc pour un téléobjectif, c'est quand même pas lourd. Alors je te le disais, au niveau de la fabrication, cet objectif-là, il est très très bien pensé. Déjà, le premier truc, moi, quand je l'ai acheté, c'est ça. J'ai vu ça tout de suite. Ça, on peut l'enlever, donc ça peut être très pratique si tu n'as pas besoin de ce petit outil-là, qui peut être pratique, si tu le poses sur un trépied ou quoi que ce soit, eh bien, tu peux l'enlever. Donc ça, c'est quand même génial. Ensuite, un autre truc que j'aime bien avec cet objectif-là, c'est cette partie-là, on le sait tous, quand on a une plaque ou quoi que ce soit, en dessous, quand on le met sur un trépied instable ou quoi que ce soit, ça nous embête souvent. Là, c'est pas le cas. Là, ça tourne, il n'y a pas de cran, tu vois, tu peux vraiment le mettre dans n'importe quelle position. Donc ça, c'est quand même, je trouve ça quand même vraiment très très pratique. On a 3 boutons aussi de mise au point, voilà, pour faire des différents réglages, donc qui sont personnalisables. Perso, je les utilise pas du tout, à tort ou à raison, je sais pas. Dis-moi en commentaire, toi, si jamais tu as un objectif comme ça, où tu as des boutons personnalisés, où tu les utilises peut-être plus en vidéo, je vois peut-être plus l'intérêt, en vidéo, pardon, je vois peut-être plus l'intérêt en photo. Ça permet notamment, par exemple, de recentrer, par exemple, le focus ou quoi que ce soit. Je vois plus l'intérêt peut-être en photo, mais je me trompe probablement. Dis-moi en commentaire si toi, tu as un truc, si tu l'utilises en vidéo, ce sera intéressant de savoir. On a une bague aussi d'ouverture, là quand tu veux l'utiliser simplement avec ton boîtier, et sinon après tu peux le faire en manuel. Alors tu vois, on entend les petits crans, mais si tu n'as pas envie d'avoir ces petits crans-là, tu peux le désactiver. On a un bouton qui est prévu à cet effet juste ici, et tu vois, cette fois-ci, on n'entend plus rien. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je l'ai dit en intro, mais c'est un objectif qui ouvre à f2.8 jusqu'à f22, donc vraiment bien, vraiment très très pratique, notamment en conditions de basse lumière, mais on y revient en fin de vidéo. Alors tout en haut, on a le premier bouton juste ici, là, c'est le AF-MF, j'essaie de bien viser, le AF-MF, celui-ci, ce petit bouton-là, tout simplement pour switcher entre focus manuel ou focus automatique. Ensuite, juste en dessous, là, on a ici, on a le DMF. Hop, je me mets là. On a ici le DMF système. Ça, c'est juste très, très pratique dans certaines situations parce que la plupart du temps, comme quand on a un boîtier comme l'A7S III par exemple, notamment, la gamme Sony, ils sont quand même ultra performants avec l'autofocus. Donc, on est susceptible de plutôt utiliser l'autofocus. On peut vraiment faire confiance aux autofocus Sony, les yeux fermés, ça c'est clair et net. Et le truc pratique du DMF, ça te permet en fin de compte de toi décider où est-ce que tu veux avoir le focus. Tu vois, sur cet exemple-là, eh bien, c'est la caméra qui va décider de où doit être l'endroit du focus. Et grâce au DMF, eh bien, tu vois, j'ai une petite bague qui est juste avant, ma bague de focus.
qui est juste ici là, et ça me permet tout simplement de prendre le contrôle de l'autofocus lorsque il est en focus, c'est-à-dire que je peux passer en manuel, mais on a toujours l'autofocus qui est activé de la caméra et de l'objectif. Et c'est ça qui est super pratique, c'est que si par exemple ma caméra elle a décidé, je suis à un plan avec par exemple, comme tu le vois ici, avec un premier plan et un deuxième plan, et bien si la caméra a décidé de faire le focus sur tel ou tel endroit, et bien moi je peux reprendre la main tout de suite et il va par la suite lui-même conserver l'autofocus. Donc ça c'est super pratique. Et tu vois au niveau de la douceur, et bien on voit rien du tout. Hein, on n'a pas l'impression que j'ai pris la bague d'autofocus entre les mains pour contrôler mon autofocus. Et ça c'est très pratique. Au niveau de la distance de mise au point, on a une distance de 40 cm. Et tu vois, on a aussi le bouton ici pour avoir une mise au point tout simplement de 40 cm à l'infini ou soit de 3 mètres à l'infini. Ça dépend des situations. Ça peut être pratique si vous avez par exemple des sujets qui passent devant vous. Ça va éviter de faire bugger l'autofocus. Même si, encore une fois, généralement les autofocus Sony sont quand même assez performants et comprennent que c'est ce que tu as tout au fond que tu es en train de mettre au point. Ensuite, un autre bouton qui est très pratique, c'est l'OBS, qui est un peu plus connu sous le nom de Iris Lock. Enfin, moi, je connaissais ça, Iris Lock, plutôt, ce bouton-là. Et en fin de compte, ça te permet de locker tout simplement la stabilisation. Donc, ça améliore la stabilisation. Tu vois, deux exemples. Cet exemple-là, j'ai pas utilisé le OSS. Donc, on voit que ça bouge quand même pas mal. Et dès que je l'active, tu vois, le plan, il devient tout de suite clean. Il devient tout de suite ultra stabilisé. Et ça, c'est juste essentiel. Hein, quand tu as un 200 mm, de toute façon, je t'apprends rien du tout, hein, 200 mm, il te faut forcément une stabilisation, sinon ça risque d'être un peu galère. On continue avec ce bouton-là qu'on a ici, c'est pour, pareil, pour mes modes de stabilisation, pardon, je cherche mes mots. Donc on a le mode 1, 2 et 3. Le mode 1, ça va être le mode général. Le mode 2, ça va être le mode panoramique. Quand tu as, par exemple, un sujet à suivre comme ça en panoramique, voiture de course ou quoi que ce soit, ça peut être très pratique. La stabilisation va focus vraiment sur ces mouvements-là et pas sur les mouvements haut et bas. Et le mode 3, ça va être vraiment dans toutes les directions. Honnêtement, moi, j'utilise tout le temps le mode 3. J'ai jamais eu besoin d'utiliser ça. Et je t'avoue qu'il faudrait que je fasse des tests un peu pour voir la différence. Mais perso, j'utilise le mode 3. Il me convient largement et il stabilise vraiment très bien. Donc concrètement, c'est quoi la différence entre le f2.8, la version 2, la version 1 ou le f4? Ça peut être une autre option, le f4. F4, f2.8, c'est simple. La première raison, c'est en basse lumière. En basse lumière, tu vas forcément avoir plus de lumière qui rentre sur un objectif f2.8 contrairement à f4. Donc voilà, la conséquence de ça, c'est que tu vas avoir tout simplement plus de bruit numérique. Donc si tu filmes en basse lumière, vaut mieux quand même un objectif f2.8. Alors je te le disais avant, tu as la version 2 ou la version 1. La version 1 qui est moins chère parce qu'elle est un peu plus ancienne, donc tu as quelques fonctionnalités en moins comparé à la version 2. Et ensuite, l'autre inconvénient, c'est le poids. Le poids de cet objectif-là, le 70-200, il est quand même assez léger. Hein. Je te le disais, 1045 grammes versus, je ne me rappelle plus du tout, la version 1, je te le mets juste ici. Mais voilà, on a quand même une différence de poids. Donc pour moi, ça va être vraiment ça, les deux différences entre le F4, hein, tu as compris, on perd un peu en basse lumière, on risque d'avoir un peu plus de bruit numérique. Et après, entre la version 1 et la version 2, ça va être tout simplement le poids et les fonctionnalités, notamment la stabilisation qui a été améliorée, tu t'en doutes, sur la version 2. Bon alors, est-ce qu'il te faut cet objectif-là ou pas? Le 70-200 version 2, 2.8 le prix, déjà, ça va être le premier truc, c'est quel est ton budget, parce que c'est un objectif qui coûte très cher. Alors je dis souvent, hein, le prix n'est qu'une question de valeur perçue. Bah oui, c'est vrai que le prix n'est qu'une question de valeur perçue, mais voilà, c'est un objectif qui coûte quand même assez cher si tu es amateur, si tu vis pas de la vidéo ou de la photo. Je pense qu'il vaut mieux que tu partes soit sur la version 1 si tu as un petit peu plus de budget, et si tu n'as pas du tout le budget, prends le F4, tu pourras faire vraiment plein de choses avec, tu n'as pas forcément besoin du F2.8. Le F2.8, de toute façon, je viens de répondre à cette question-là, c'est vraiment réservé à des professionnels ou des gens qui font quelques contrats quand même de manière régulière, ou je sais pas, ou l'amateur qui veut se faire plaisir avec un bon objectif, et pourquoi pas, mais sinon ça sert à rien. Prends plutôt, je te dis, la version 1 ou la version F4, ça suffira largement et tu auras au moins le potentiel d'action d'un zoom de 70 à 200 mm. Et 200 mm, je t'assure que c'est pas mon favori. Hein. Mon favori, je le disais dans d'autres vidéos, c'est le macro 90 mm, mais le 200 mm,
plus je l'utilise, plus je le kiffe et je regrette pas du tout mon achat parce que bah, tu t'en doutes, hein, moi j'en ai eu besoin pour couvrir notamment des événements que j'avais fait. Sans 200 mm, bah, j'aurais pas pu avoir les sujets que j'ai réussi à capter. Donc vraiment à 200 mm, c'est usage professionnel ou amateur qui a vraiment envie de se faire plaisir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez vous acheter cet objectif, hein, encore une fois, ou n'importe quel objectif, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur Lumetri. Je vous en remercie pour ça. Et sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao. Life's